Le parc national de Yellowstone est l'un des endroits les plus fréquentés par les ours et autres grands prédateurs du pays. Ainsi, lorsqu'un couple sans méfiance a été averti qu'un ours brun rôdait dans la région, il n'a rien fait, ce qui a entraîné une rencontre terrifiante et horrible avec ce dernier. Voici l'attaque brutale d'un ours sur Brian et Marilyn Matayoshi. C'était le 6 juillet 2011. Brian et Marilyn Matayoshi se promenaient dans le parc national de Yellowstone. Ils suivaient le départ du sentier du lac Wapiti à travers le côté est du parc, dans le Wyoming. C'était une belle journée. Le couple avait avec lui ses appareils photo et ses jumelles. Le couple a fait une pause pour admirer le paysage en regardant dans les arbres pour voir certains des oiseaux rares de Yellowstone, comme le balbuzard pêcheur, le faucon pèlerin et l'aigle à tête blanche. Après environ 1h30 de marche, ils ont croisé un autre promeneur qui les a avertis de la présence d'un ours brun dans la région. Brian et Marilyn ont remercié le randonneur pour cette information et ont continué le chemin. Au-delà des arbres, ils ont aperçu le spectacle magnifique d'un grizzly de ses petits se promenant doucement dans une prairie verdoyante. Brian et Marilyn ont levé leur appareil photo pour prendre des photos. C'était incroyable de voir les deux oursons s'ébattre parmi les longues herbes pendant que leur mère se déplaçait sans se soucier du monde. Lorsque Brian et Marilyn ont pris un nombre important de photos, ils décident de continuer leur chemin. Un peu plus loin sur le chemin, le couple a été gêné par un nombre croissant de moustiques. L'air était moite et ils ont passé tout leur temps à éloigner les moustiques de leur visage. Se démangeant et se grattant les bras, ils décidèrent de faire demi-tour. Ils avaient marché assez loin et avaient été récompensés par des vues magnifiques sur une variété d'animaux sauvages, sans oublier la femelle ours et ses oursons. En repassant devant la prairie, ils aperçoivent à nouveau les ours, mais cette fois-ci, beaucoup plus près du chemin. Brian et Marilyn s'étaient déjà sentis en sécurité en les photographiant à bonne distance, mais le couple s'est figé sur place en voyant le grand grizzly à moins de 100 mètres. Elle a levé les yeux vers le couple et a commencé à trotter vers eux. La terreur s'empare de Brian et Marilyn. L'adrénaline les traverse et ils doivent prendre une décision en une fraction de seconde. Les panneaux le long du chemin avertissant des dangers des ours recommandent tous fortement de rester immobiles et de ne faire aucun mouvement ou bruit si un ours s'approche. Mais lorsque 150 kg d'un prédateur ultime vous fonce dessus, résister à l'envie de courir peut être difficile. Alors que l'ours se dirigeait vers eux, Brian et Marilyn ont lutté contre cette envie. Quand l'ours a commencé à courir vers eux, Brian a crié « Cours !» et les deux hommes ont couru aussi vite qu'ils le pouvaient. Ils ont sprinté en suivant le chemin qu'ils venaient de prendre. Ils ont continué à crier et à hurler en espérant que quelqu'un vienne les aider, mais personne n'est venu. Marilyn a cru qu'il allait s'en sortir pendant quelques secondes. Elle croyait que la retraite rapide fonctionnait. Il distançait l'ours. Peut-être avait-il abandonné. Peut-être avait-il décidé que les deux intrus n'en valaient pas la peine. Mais en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, elle s'est aperçue qu'elle avait tort. Ils ont réussi à courir sur près de 200 mètres avant que l'ours ne les rattrape. Réalisant que l'ours allait attaquer, Marilyn a sauté du chemin et s'est cachée derrière un arbre tombé. Elle lève les yeux juste à temps pour voir l'ours frapper son mari avec l'une de ses puissantes pattes. Brian s'est écrasé au sol. L'ours l'avait frappé durement à la tête, étourdi et hébété. Il gisait immobile sur le sol. Les oursons avaient suivi leur mère dans la poursuite et se tenaient là en grognant. Puis leur mère ours s'est jetée sur Brian, en lui mordant la jambe juste au-dessus du genou. La douleur perçante a envoyé des ondes de choc dans le corps de Brian. Il a crié. Les dents de l'ours avaient profondément taillé sa cuisse, tranchant le muscle et sectionnant son artère fémorale. Figée de l'horreur, Marilyn assiste à l'horrible attaque à quelques mètres de là. Puis, à sa grande horreur, l'ours avance vers elle. Aucun arbre n'allait la protéger de cette mer défensive. Incapable de s'enfuir, Marilyn s'est couchée sur le sol, face contre terre. Elle s'est couchée aussi immobile qu'elle le pouvait, mais elle sentait ses jambes trembler de peur et son cœur battre la chamade dans la poitrine. Elle a fermé les yeux en espérant et en priant que l'ours la laisse tranquille. Mais il ne l'a pas fait. Il enjamba l'arbre tombé et souleva Marilyn par son sac à dos. Pendant quelques secondes terrifiantes, Marilyn a cru que c'était la fin, qu'elle ne reverrait jamais sa famille et que c'était ainsi qu'on se souviendrait d'elle. Mais étonnamment, l'ours l'a laissé tomber. Restant immobile durant quelques minutes angoissantes, elle voulait désespérément atteindre Brian, mais elle ne pouvait pas voir où était l'ours. Ce n'est que lorsqu'elle n'a plus rien entendu qu'elle a lentement bougé sa tête.
en forçant son cou pour regarder le long du chemin dans les deux directions. Quand elle est sûre que les ours et ses oursons sont partis, elle se lève rapidement et court vers Brian, qui est couché sur le chemin. En l'appelant par son nom et en lui tapant sur les joues, Marilyn a essayé désespérément de le faire revenir à lui. Elle a pris sa veste dans son sac à dos et l'a entourée autour de la jambe de Brian. La blessure béante suintait de sang noir qui formait une flaque sur le sol. Elle hurle à l'aide, mais ses cris désespérés résonnent dans le paysage forestier. Elle est restée là jusqu'à ce qu'un autre promeneur croise le couple. Le passant avait du signal sur son téléphone et appelé les services d'urgence. Mais il était trop tard pour Brian. Rien ne pouvait être fait pour le sauver. Tragiquement, Brian et Marilyn ont fait tout ce qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils n'ont pas suivi le protocole standard des ours. Ils ont respecté la faune qu'ils étaient venus voir, mais leurs actions ont coûté la vie à Brian. Le service des parcs nationaux cherche des moyens de mieux informer les gens sur les rencontres avec les ours. Car il semble que les panneaux et les panneaux d'information ne suffisent pas. Le conseil standard en cas de rencontre avec un ours brun grizzly est de se tenir droit, de rester calme et de parler calmement à l'ours. Ne faites pas de mouvements ni de bruit brusque. Éloignez-vous de côté et lentement. Parlez à voix basse. Prenez immédiatement les jeunes enfants et rassemblez-vous en groupe. Si vous êtes plusieurs, agitez doucement les mains au-dessus de votre tête et allez sur un terrain plus élevé pour paraître le plus grand possible. Ne grimpez pas aux arbres. N'enlevez pas votre sac à dos qui peut vous protéger. Ne lancez pas de nourriture à l'ours. Ne courez pas. Si l'ours passe à l'attaque, essayez de vous allonger sur le sol, face contre terre. Et placez vos mains derrière votre cou et votre tête en croisant vos doigts. Attendre au sol pendant plusieurs minutes avant de se lever pour s'assurer que l'ours a quitté la zone. Le service des parcs nationaux n'a pas tué l'ours après l'attaque. Ils ont conclu que l'attaque était défensive, car elle protégeait ses petits et que les actions des deux victimes avaient probablement alimenté le résultat. Cependant, seulement 2 mois plus tard, un autre promeneur a été retrouvé mutilé et mort. Les preuves ADN recueillies sur les 2 sites d'attaque suggèrent que la même femelle ours est responsable des 2 attaques. Les gardes forestiers du parc ont décidé que l'ours devait être euthanasié. Ces 2 jeunes oursons ont été retirés du parc et envoyés passer le reste de leur jour au centre de découverte des grizzlies et des loups à West Yellowstone. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents. Entre la Norvège et le pôle Nord existe un ensemble de petites îles connues sous le nom de Svalbard. Elle est principalement composée de glace et de roches stériles, mais elle abrite près de 2500 personnes. Cependant, plus de 3000 ours polaires vivent à leur côté. Les ours polaires sont des animaux extrêmement dangereux et, malheureusement, au Svalbard, les rencontres avec ces ours ont des conséquences catastrophiques tant pour les hommes que pour ces ours. Presque chaque année, des ours polaires sont abattus à la suite de rencontres avec des personnes. De nombreuses vies humaines ont été perdues et des personnes ont été blessées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous décrivons l'histoire de l'expédition 2011 de la British School Exploring Society qui s'est terminée en tragédie. Au début de l'année 2000, le gouverneur du Svalbard a émis un avertissement après que plusieurs ours polaires ont été vus à proximité de zones d'habitation très peuplées. Selon un habitant de la ville, un homme qui dormait dans une cabane près de la côte a été attaqué il y a quelques années par un ours qui est entré par infraction et a attrapé son sac de couchage. Heureusement, il a réussi à repousser l'animal avec une hache. La diminution de la glace des mers ces dernières années a conduit les ours, qui chassent habituellement les phoques, à chercher leur nourriture à l'intérieur des terres. Pour éviter toute tragédie, les visiteurs sont clairement informés à leur arrivée que s'ils pénètrent dans le territoire des ours, ils doivent avoir un fusil chargé et quelqu'un qui sait s'en servir. Arrivé au Svalbard le 23 juillet, un groupe de 80 adolescents et guides avait prévu de passer plus d'1 mois à explorer la région. Parmi eux se trouvait Horatio Chappell, 17 ans, étudiant au collège d'Eton. Au milieu du voyage, Chappell a fait une randonnée jusqu'au glacier Von Post, avec 10 autres étudiants et 2 instructeurs. Le groupe a campé pour la nuit sur un pont de neige près du glacier, connu pour ses fréquentes observations d'ours polaires. Le 5 août à l'aube, un ours polaire mâle de grande taille s'est approché du camp. L'ours a pénétré dans le camp vers 7h30 et a évité tous les pièges et les consignes de sécurité que le groupe suivait pour empêcher les ours d'entrer. Les fils électriques conçus pour déclencher les alarmes et les fusées éclairantes ne se sont pas activés.
Bien que personne n'en soit sûr, la raison la plus probable est que l'ours a renversé un poteau environnant, délogeant la cartouche qui aurait déclenché les mines. Vers 7h30, Chapel venait de sortir de sa tente et était sur le point de se lever lorsqu'il a été attaqué par l'énorme ours polaire. Après avoir maîtrisé l'adolescent et l'avoir jeté au sol, l'ours l'a malmené au niveau de la tête, du visage et du cou, ce qui a entraîné sa mort. L'ours a poursuivi son attaque en blessant 2 de ses 10 compagnons. L'un des adolescents qui a survécu est Patrick Flinders, qui s'en est sorti avec d'horribles blessures au visage. Il se souvient très clairement de cette nuit-là. Alors qu'il dormait, il a entendu des grattements à l'extérieur de sa tente avant que celle-ci ne s'effondre soudainement. Le tissu de la tente a heurté le visage de Patrick et il a levé les yeux et a vu une énorme bouche ouverte. Il y avait du sang tout autour du nez de l'ours. À ce moment-là, il a cru qu'il allait mourir. L'ours a frappé Patrick avec sa patte, puis il a senti ses dents serrer son coude en mordant l'os. Soudain, l'ours avait sa tête dans ses mâchoires et il pouvait l'entendre craquer son crâne. Patrick Flinders a eu des fragments de dents de l'ours logés dans sa tête et a dû subir 20 points de suture. Flinders a dit qu'il a essayé de frapper l'ours avant que l'attaque ne finisse. L'ours a alors lâché prise et a poursuivi un autre membre du groupe. À ce moment-là, les cris d'avertissement ont réveillé l'instructeur Michael Reed, qui est en possession de l'unique fusil du groupe. Il a ensuite raconté qu'il avait soigneusement visé l'ours pour éviter de toucher les jeunes explorateurs, mais que l'arme s'était perdue. Tout en se battant avec l'arme, il a crié à un autre membre du groupe de tirer des fusées éclairantes pour tenter d'effrayer l'agresseur. L'ours s'est alors attaqué à Reed, le faisant tomber en lui mordant la tête. Il a tenté en vain de crever les yeux de l'ours, mais a été sauvé lorsque l'animal a été distrait par un autre membre du groupe qui lui lançait des pierres. Pendant que l'ours était distrait, Reed a pu recharger son fusil et tirer sur l'animal jusqu'à ce qu'il meure. Une enquête sur la vie de Chapel a révélé que le groupe avait opté pour des fusées de détresse plutôt que pour une surveillance de nuit ou des chiens de garde. Il a été jugé que l'attaque aurait pu être évitée si le groupe avait séjourné dans des cabines plutôt que dans des tentes. Mais il n'y avait aucune obligation légale de prendre cette mesure à l'époque. Bien que Chapel ait été tué avant que Reed ne tente de tirer sur l'ours, la qualité du fusil qu'il portait et le manque de formation des instructeurs ont probablement contribué à des blessures ultérieures. Ce manque de formation signifiait que les instructeurs ne connaissaient pas le fonctionnement des fusils. Les ours polaires représentant un danger permanent pour les humains, comme l'a prouvé la mort du jeune aventurier britannique. Les parents d'Horatio ont créé une organisation caritative appelée Horatio's Garden en mémoire de leur fils. Cette association a construit beaucoup de jardins à travers le Royaume-Uni et d'autres sont encore en construction à ce jour. En visitant ces jardins, de nombreuses personnes rapportent que leur atmosphère et leur calme leur procurent un sentiment de paix, d'inspiration et de bonheur. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents. Cette histoire, comme beaucoup d'événements terribles que nous avons rapportés sur la chaîne, est horrifiante. Elle est arrivée dans le parc national de Yellowstone, à une femme appelée Brigitta Friedenhagen. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une terrible attaque de grizzly. Brigitta était originaire de Bâle, Suisse, et avait un profond enthousiasme pour la randonnée et les activités de plein air. Malheureusement, elle a été attaquée lors d'une sortie avec son frère et sa belle-sœur en juillet 1984. Les 2 premiers jours ont été consacrés à la visite des bassins de geysers et du Grand Canyon de Yellowstone. Brigitta avait obtenu un permis backcountry auprès de la station de garde forestier du canyon à cette époque. Brigitta avait reçu une autorisation du garde forestier pour le site 5B1, sur l'ardu sentier Broad Creek dans Pelican Valley. Cette zone du parc est bien connue pour les observations de grizzly. Le garde forestier l'a informé que les ours du parc étaient mortels et qu'elle devait les éviter à tout prix. Brigitta était censée camper seule à Broad Creek pour une nuit avant de repartir le lendemain en randonnée vers le Grand Canyon de Yellowstone, à un endroit précis où elle devait retrouver son frère et sa belle-sœur. Le trio commence par son excursion et arrive au point de départ du sentier, de Pelican Valley, à 11h. Ils aperçoivent un énorme panneau orange avertissant les randonneurs de la présence de grizzly sur le sentier. Brigitta, qui en sait long sur les grizzlies, a mis plusieurs cloches à ours dans son sac à dos, comprenant qu'éviter les rencontres avec les ours consiste à ne pas les surprendre. Après avoir parcouru la route de Pelican pendant un certain temps, tout semblait se dérouler comme prévu.
jusqu'à ce que le sentier atteigne la jonction à Astringent Creek et Broad Creek. Après avoir confirmé leur rendez-vous au Grand Canyon de Yellowstone, ils se sont séparés et Brigitta a continué à parcourir les kilomètres restants. Arrivée à White Lake après quelques kilomètres de voyage, Brigitta a pris une décision catastrophique qui lui a très probablement coûté la vie. Elle était arrivée à 5W1, un terrain de camping situé à environ 3000 miles de son objectif. Brigitta a décidé qu'au lieu de se rendre plus loin dans le territoire des ours, elle profiterait de la disponibilité de ce camping et y planterait sa tente. Mais ce que Brigitta n'avait pas réalisé, c'est que le lac White, en particulier, était connu pour sa forte présence d'ours et avait même été fermé aux visiteurs à plusieurs reprises. Brigitta s'était installée dans son nouveau terrain de camping pour la nuit. Elle a préparé son dîner et, immédiatement, après avoir mangé, elle a tendu une corde entre deux poteaux de la loge à environ 85 pieds du terrain de camping et y a suspendu sa nourriture, ce qui est la technique standard de conservation de la nourriture lorsqu'on campe dans le territoire des ours. Après quelques secondes, un gros grizzly commence à s'approcher doucement du campement. N'ayant rien sur son chemin, l'ours s'approche de la tente pour la regarder de plus près. L'ours passe alors sa tête gigantesque à l'intérieur de la tente et prend Brigitta par la tête, lui enfonçant ses crocs profondément dans le visage et lui fracassant la mâchoire. Il arrache ensuite brutalement sa tente et son sac de couchage et la traîne en hurlant dans l'obscurité. Le lendemain, à 15h30, le frère et la belle-sœur de Brigitta attendent la jeune femme, habituellement ponctuelle. Après quelques heures, la panique s'installe et le duo commence à craindre le pire. Les gardes forestiers ont immédiatement affiché un avis de disparition de randonneurs dans tout le parc et ont commencé à faire tout leur possible pour contacter le garde forestier de l'arrière-pays qui séjournait à Pelican Valley. Peu après, le garde forestier de Pelican Valley apprend la nouvelle et se met à la recherche de Brigitta. Le ranger Mark C. Marshall est alors dépêché à cheval pour son terrain de camping. En passant devant le camping de White Lake, il aperçoit une tente verte déjà montée et une couverture de couchage cramoisie devant la tente. Le ranger se rend sur place pour enquêter après avoir vu à quel point le scénario semblait étrange. En s'approchant de la tente, il remarque une grande déchirure, mais il n'y a personne à l'intérieur et tout semble intact. Le corps de Brigitta a été découvert à quelques 250 pieds de sa tente, étendu en position couchée, le bras gauche enfoui sous le corps et le bras droit arqué au-dessus de la tête. Plusieurs ours sont morts à la suite de cette attaque. Les gardes forestiers ont tenté de retrouver le grizzly qui a tué Brigitta, mais malheureusement, l'ours meurtrier n'a jamais été appréhendé. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents. Voici l'horrible histoire vraie de la rencontre tragique de Stephen Miller avec Rocky, le grizzly le plus connu au monde. En avril 2008, Stephen Miller, célèbre dresseur d'ours d'Hollywood et collègue adoré, a été brusquement déchiqueté par un ours alors qu'il se préparait pour une production cinématographique imminente. La nouvelle a dévasté la communauté des dresseurs d'animaux. Le centre Predators in Action d'Hollywood, qui se trouve en Californie, près de San Diego, est depuis longtemps le lieu de prédilection des cinéastes qui souhaitent inclure des animaux sauvages exotiques dans leur production. Des créatures de toutes sortes sont élevées et entraînées ici, dès leur plus jeune âge, pour accomplir certains des exploits les plus stupéfiants et les plus inouïs que l'on puisse voir sur scène, hypnotisant les spectateurs du monde entier par des démonstrations distinctives d'obéissance et spécialisées dans des attaques mises en scène. Dans les jours précédant l'agression, Stephen a demandé à son cousin Randy si c'était lui qui serait enregistré en train de lutter contre Rocky pour une prochaine publicité. Alors que Randy était convaincu qu'il pourrait gérer l'ours et s'adapter rapidement, étant donné son expérience, Stephen se préparait à lutter contre lui. Il dira également à son cousin qu'en raison de la brève rencontre qu'ils ont eue lors d'une séance de photos antérieure, ils se sont au moins un peu habitués l'un à l'autre. Randy commence à s'imaginer la situation dans sa tête et devient extrêmement enthousiaste quant à cette possibilité pour l'écran. Une séance de photos promotionnelle pour ShareNow.com est sur le point de commencer le 22 avril 2008. Stephen et Rocky sont presque prêts pour leur grand moment. Alors les photographes s'installent pour obtenir les premières photos d'eux.
Se regardant l'un l'autre en se tenant droit, Rocky tourne brusquement la tête et prend sa posture de lutte devant sa queue. Et c'est là que les choses prennent une tournure choquante. Stephen a été surpris et a eu peu de temps pour se préparer à ce qui s'est passé ensuite. Le grizzly de 300 kg a mordu le cou de Stephen et s'est emparé de lui, le faisant tomber au sol et l'immobilisant par le haut. Dès que Randy entre en scène par le côté, il commence à frapper Rocky, aussi fort qu'il le peut, avec une canne pour essayer de le faire libérer son cousin. Malheureusement, cela n'a fait qu'agiter Rocky, qui a continué à pousser encore plus violemment d'un côté à l'autre, tout en ayant toujours le cou de Stephen coincé entre ses mâchoires. Stephen s'éloigne alors de l'ours en rampant et quitte la caméra avant de s'effondrer un peu plus tard après que l'équipe ait utilisé du spray anti-ours pour convaincre Rocky de le lâcher. La veine jugulaire et l'artère carotide de Stephen ont été violemment sectionnées et, malgré les efforts héroïques du personnel médical présent sur place, il a succombé à ses blessures quelques minutes après le terrible incident. Le département californien de la chasse et de la pêche a ouvert une enquête pour déterminer le destin de Rocky, après le décès de Steven. De nombreux défenseurs des droits des animaux se sont levés pour soutenir l'ours et ont demandé de lui rendre sa liberté en le mettant à la retraite dans un zoo ou un autre établissement approprié. Ils ont affirmé qu'un grizzly n'est pas un acteur et ne peut pas être tenu responsable d'un acte commis dans sa forme naturelle. En réponse à cette demande, un épisode de Face to Face with Grizzlies, diffusé sur la chaîne National Geographic peu après l'attaque, a révélé que la décision finale de maintenir Rocky en vie était très inhabituelle et a précisé que l'euthanasie, qui serait normalement la mesure à prendre dans de tels cas, était de mise. Il était également interdit à Rocky l'ours de faire une apparition au cinéma ou à la télévision, car il devait être logé à l'écart des visiteurs et devait suivre des procédures de contact réservées aux dresseurs. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez, et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents. Préparez-vous à plonger au cœur de la nature sauvage et à découvrir des histoires captivantes et terrifiantes d'attaques d'ours. Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans un voyage à travers 3 récits vrais d'hommes et de femmes qui ont vécu des rencontres dangereuses avec ces puissantes créatures. De la majesté des montagnes aux vastes étendues des forêts. Ces témoignages vous rappelleront que, même à une époque moderne, l'homme peut encore se retrouver face à face avec les prédateurs les plus redoutables de notre planète. Préparez-vous à être émerveillé, effrayé et inspiré par ces incroyables histoires d'attaques d'ours sauvages. Imaginez une femme nommée Donna Munson, qui a vécu dans la région pendant des années et qui était convaincue d'être amie avec les ours noirs locaux. Elle avait l'habitude de les nourrir à la main et de les laisser entrer dans sa maison. Mais un jour, tout a basculé. Les ours ne l'ont pas seulement attaquée, mais ils l'ont aussi laissée pour morte. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé exactement, vous devrez rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à la cabane en rondin de Donna Munson, dans le comté d'Ouray, Colorado. C'est une femme solitaire et indépendante, qui a choisi de vivre dans les montagnes, entourée de la nature sauvage. Sa journée commence tôt, avec un petit déjeuner simple et une tasse de thé fumante. Elle aime passer du temps à regarder les ours à travers sa fenêtre. Elle a un grand respect pour ces animaux majestueux et est fascinée pour leur comportement. Elle a même installé un mangeoire pour un ours à l'extérieur de sa cabane, dans l'espoir de pouvoir les observer de plus près. Cependant, ses voisins ne partagent pas sa passion pour les ours. Ils se plaignent souvent du fait qu'elle les nourrit, craignant que cela les rende trop familiers et dangereux. Mais Donna est convaincue que les ours sont ses amis et qu'ils ne lui feront jamais de mal. Elle continue donc de les nourrir avec des friandises et des restes de nourriture. Mais un jour, sa routine sera perturbée par une rencontre avec les ours qu'elle considérait comme ses amis. Ce qui s'est passé ce jour-là va changer sa vie à jamais. Depuis la disparition de son époux, il était devenu son devoir de préserver son héritage en prenant soin des animaux, tout comme il le faisait avant elle, à la manière d'une douce grand-mère. Elle nourrissait les chats errants, mais elle n'en restait pas là. Elle prenait le temps de nourrir les ratons laveurs, les moufettes, les élans, les cerfs,
Et enfin, ses petits bébés ours noirs. Les voisins pouvaient se plaindre autant qu'ils le voulaient et la mettre en garde autant qu'ils le souhaitaient. Mais cela ne l'empêchait pas de nourrir la faune. Pour elle, le fait que ces animaux viennent chez elle pour se nourrir était une preuve que ces pauvres bêtes avaient simplement faim. Comment pourrait-elle les laisser affamer? Après tout, elle nourrissait les animaux depuis plus de 10 ans et aucun d'entre eux n'avait osé lui faire du mal. Pour elle, les animaux étaient comme sa famille et ses amis. Elle était heureuse de prendre soin d'eux. Donna avait pris une décision ferme. Elle ne se laisserait plus importuner par les appels et les lettres de la CPW. Ce qu'elle faisait sur sa propriété ne regardait qu'elle. Elle n'était pas disposée à se laisser dicter sa conduite. Mais elle n'allait pas pour autant mettre en danger sa sécurité en nourrissant les ours à la volée. Elle avait donc fait installer une clôture tout autour de sa véranda. Une clôture solide, en bois et en grillage métallique, qui avait résisté aux assauts des animaux pendant des années. Ainsi protégée, Donna pouvait nourrir ses chers amis sans risquer de se faire attaquer. Et elle n'allait pas se laisser intimider par les voisins qui la mettaient en garde. Non, elle avait une conviction d'acier et elle allait continuer à faire ce qu'elle pensait être juste. Car malgré les tracas du quotidien, Donna avait une relation très spéciale avec les animaux. Pour elle, ils étaient comme des membres de sa famille, des amis fidèles à qui elle devait rendre service. Elle n'allait pas les abandonner, pas même sous la pression des autres. Avec conviction, Donna allait faire ce qu'elle pensait être juste. Les voisins ennuyeux mis à part, elle avait d'autres choses à penser. La nuit était fraîche et paisible lorsque l'ourson blessé s'est aventuré sur la véranda de Donna. Elle était en train de discuter avec un parent au téléphone quand elle a remarqué la présence du petit animal. Sans réfléchir, elle a raccroché pour s'occuper de lui. Toutes les questions concernant la mère de famille de l'ourson sont passées au second plan. Ce qui importait le plus était de s'assurer que le petit était en sécurité. Donna lui a donné de la nourriture et a observé avec tendresse le doux ange se nourrir. Cependant, cette douceur a été de courte durée car un ours plus âgé a tenté de blesser l'ourson. Donna n'a pas hésité un instant et a agi rapidement pour protéger le petit ourson, en utilisant un balai pour chasser l'agresseur. Elle ne voulait pas blesser l'ours, car elle l'aimait également. Mais elle savait que la priorité était de sauver l'ourson blessé qui avait besoin d'elle plus que jamais. Après l'attaque, l'ourson a pris la fuite et Donna avait plein de questions sans réponse sur son sort. Elle se demandait si elle aurait pu faire quelque chose de plus pour l'aider. Ses pensées la hantaient encore. Le vendredi, alors qu'elle préparait de la nourriture pour les ours. Pourtant, elle ne pouvait pas s'empêcher de continuer à les nourrir. C'était l'un de ses passe-temps préférés et elle aimait observer silencieusement les ours manger sur sa véranda. Elle avait l'impression qu'ils l'observaient également avec tendresse. Après tout, elle était leur bienfaitrice. Mais hélas, elle avait tort. Les ours ne se souciaient pas d'elle. Ils ne faisaient que profiter de sa nourriture et de sa générosité. Donna s'est habillée de sa plus belle robe et s'est installée sur sa véranda, admirant la beauté de la nature qui l'entoure. Les animaux affamés commençaient à se rassembler autour d'elle, leurs yeux brillants de courvoitise. Depuis la mort de son mari, Donna avait peu de contact avec les humains. Les vieilles connaissances disaient qu'elle était seule dans cette région avec tant d'animaux. Mais pour Donna, ces ours étaient sa seule famille. Elle s'est approchée de la clôture. Les bébés ours attendaient avec impatience leur nourriture. C'était dommage qu'elle doive utiliser son déambulateur, mais elle se sentait bien de savoir qu'elle pouvait prendre soin de ses amis avec la force qu'il lui restait. Alors qu'elle s'approchait de plus en plus, elle a vu 2 ours noirs affamés, leurs yeux reflétant l'espoir de la nourriture qu'elle avait pour eux. Son cœur bondissait de joie. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en restant là. Cependant, son bonheur s'estompa rapidement lorsque l'un des ours tendit sa patte à travers la clôture et la fait tomber. Donna était tétanisée par la peur et ne pouvait rien faire alors que la patte puissante de l'ours s'abattait sur sa tête. Elle a perdu connaissance et a été emportée par le silence de la nature environnante. Donna avait sous-estimé l'amour que les ours avaient pour elle, mais ils ne savaient pas qu'ils venaient de perdre l'un de leurs plus grands amis. L'ours enragé et affamé s'est précipité vers elle, la griffant avec violence et la traînant sous la clôture qui aurait dû la protéger. Les noix et les œufs durs ne suffisaient pas à satisfaire sa faim. Malheureusement, elle se retrouvait sur son chemin.
Un autre ours, attiré par l'odeur alléchante de la chair humaine, s'est rapidement joint à lui pour partager son festin. Ils l'ont déchiquetée en morceaux avant de la dévorer sans pitié. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'un homme à tout faire est tombé sur le cadavre ensanglanté de Donna, alors qu'il cherchait un travail de peinture. Il n'a pas tardé à appeler la police, qui est arrivée rapidement sur les lieux. Le détective Joel Burke, arrivé le premier sur les lieux, a commencé à interroger les témoins potentiels. Mais soudain, des grognements et des rugissements se sont fait entendre dans les environs. Un ours féroce de 113 kilos fonçait droit vers eux, ne montrant aucun signe de pitié envers les humains. Il voulait sa part de nourriture et n'allait pas se laisser arrêter par de petits obstacles. Joel a rapidement rassemblé les témoins et les a mis à l'abri dans sa voiture, avant de récupérer son arme. La situation a rapidement dégénéré, obligeant Joel à abattre 2 ours ce jour-là. L'autopsie des corps des ours a révélé que le plus grand des deux avait ingéré la chair de Donna, ainsi qu'une partie de sa chemise. L'autre aurait probablement fait de même s'il n'avait pas été arrêté par Joel. Donna Munson était une amoureuse de la nature qui avait souvent loué la moitié de sa maison à des personnes différentes. Elle aimait nourrir les animaux sauvages et les considérait comme ses amis. Mais cette fois-ci, son amour pour la nature lui a coûté la vie. C'était tout pour cette histoire incroyable. Nous espérons que vous l'avez appréciée et que vous avez pris conscience de l'importance de prendre des précautions lorsqu'on se trouve en présence de la vie sauvage. Êtes-vous prêts pour la deuxième histoire ? C'est parti ! Hello à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un chimpanzé assez particulier qui terrifie des jeunes gens. Le 16 février 2009, un chimpanzé de 2000 livres, qui s'appelle Travis, attaque brutalement l'ami de son propriétaire, Charlotte Nash, qui produit une défiguration. Travis, le chimpanzé, est né le 21 octobre 1995 dans la petite ville de Festus, Missouri. Le chimpanzé a été enlevé à sa mère à seulement 3 ans avant d'être acheté à un éleveur par Jérôme et Sandra Herald. Le prix, $50. L'amour des Harold pour Shem a commencé environ 25 ans avant cette époque, dans les années 1970. Sandra et son mari avaient amassé une fortune grâce à leurs diverses entreprises automobiles à Stamford, Connecticut, et sont largement considérés comme des entrepreneurs accomplis. Malgré leur succès financier, le couple avait une passion pour les sensations fortes et traversait régulièrement le pays pour que Sandra puisse participer à des courses de barils semi-professionnels lors de divers rodéos. Et c'est au cours de l'une de ces aventures que Sandra a rencontré 2 personnes qui ont exercé une profonde influence sur son avenir. Le premier d'entre eux est celui où elle a rencontré la jeune et libre d'esprit Charlotte Nash, qui traversait le pays à travers une compétition de rodéo. À partir de là, le couple deviendra inséparable et deviendra de très bons amis. Aussi, c'était en faisant un événement de rodéo que Sandra aura sa deuxième rencontre. Celui où un chimpanzé charismatique, vêtu d'une tenue de cow-boy, étourdissait le public en galopant autour de l'arène à cheval. Un acte qui fascinait tellement Sandra qu'elle a réussi à trouver un moyen dans les coulisses de rencontrer le chimpanzé et son propriétaire après leur performance. Elle offra à Travis des bonbons gélifiés, qu'il accepta volontiers. Et le chimpanzé se blottit rapidement contre elle à cause de ce gentil geste. Quelques jours plus tard, Sandra assiste à un autre spectacle au cours duquel le chimpanzé aperçoit Sandra et saute sans hésitation de son cheval pour courir directement dans ses bras. Et c'est à ce moment-là que Sandra a eu le déclic de garder Travis comme animal de compagnie. Jérôme ayant accepté l'adoption, Travis fera désormais partie de la famille. De l'allaitement au biberon, à même le mettre dans un berceau dans leur propre chambre pour les siestes, Travis jouirait de privilèges équivalents à ceux d'un enfant humain, dès le début de sa nouvelle vie. Parce qu'il grandissait exclusivement parmi les humains, Travis continuera à faire preuve d'aptitudes sociales exceptionnelles, démontrant sa maîtrise de tâches telles que l'utilisation des clés, l'habillage, le jardinage et même le toilettage des chevaux. Il était régulièrement présent aux repas de famille et reçut même son propre verre de vin. Il avait un amour pour la crème glacée si immense qu'il mémorisait les horaires des camions de glace. Et comme si toutes ces activités n'étaient pas assez humaines,
Travis finit par développer la capacité à utiliser plusieurs formes de technologie, comme regarder ses photos préférées sur un ordinateur ou même regarder ses émissions de télévision préférées pour se divertir. En plus de cette liste déjà incroyable de ses capacités, Travis avait une passion pour le baseball et était même capable de conduire une voiture. La famille s'est donné beaucoup de mal pour adapter leur demeure aux besoins d'un jeune chimpanzé. Ils ont construit une chambre spacieuse et sécurisée à l'arrière de la maison. Et pour assurer la sécurité du ménage, ils ont installé une porte métallique robuste et verrouillable à l'entrée de leur chambre, y compris la chambre de la cage où Travis pouvait se promener librement lorsqu'il était laissé sans surveillance. Quand Sandy et Jérôme étaient présents, Travis avait un accès illimité à tout l'espace, où il pouvait ramper sur les jointures du canapé du salon à la cuisine, se balancer entre les pneus et les cordes dans sa chambre jusqu'à son lit. Et bien que les Harold aient placé le matelas sur le sol de leur chambre, ils permettaient la plupart des nuits à Travis de venir dormir avec eux sur leur lit, ajoutant à quel point la famille le considérait comme un véritable humain. Travis devint rapidement une figure appréciée du foyer en raison de ses compétences sociales exceptionnelles et de son comportement adorable. Sa renommée continuera de croître alors qu'il travaillait sur plusieurs publicités et émissions de télévision en tant qu'acteur animalier, y compris des publicités Coca-Cola et des apparitions dans des programmes populaires à la télévision. De temps en temps, la plus proche amie de Sandra, Charlotte, passait lui rendre visite accompagnée de sa fille Brianna. Elle passait souvent du temps chez Sandra assise dehors, et Charlotte jouait avec Travis pendant qu'il grimpait partout sur elle, jouant avec ses longs cheveux blonds. Après quoi, ils prenaient tous une photo ensemble en souvenir de la visite ce jour-là. Ce que Sandra considérait comme les moments les plus heureux de sa vie seront malheureusement de courte durée, lorsqu'en septembre 2000, sa fille unique, Sue, décédera tragiquement dans un accident de voiture. À la suite de la disparition prématurée de sa fille, Sandra se rapprochera naturellement encore plus de Travis. Au fil du temps, Travis avait vraiment aidé Sandra dans le processus de deuil. Et bien qu'il grandisse rapidement, il ne posa aucun problème à qui que ce soit. Cependant, le premier signe de trouble se présenta 3 ans plus tard lorsqu'un accident se produit, ce qui fera réagir Travis de manière agressive. Sandy allait avec lui à l'atelier de remorquage familial. Quelqu'un est passé et a jeté une bouteille dans la voiture, obligeant Travis à déboucler sa ceinture de sécurité, à sauter et à se jeter sur un passant. Il roula ensuite au milieu de la route, monta sur les voitures et poursuivit même des policiers qui avaient été appelés sur les lieux. Malgré des tentatives répétées pour l'attirer dans la voiture, Travis continue à sauter et à semer le chaos pendant plusieurs heures avant de se fatiguer et remonter tout seul dans la voiture. La police, qui connaissait Travis en raison de sa popularité, finit par considérer l'incident comme un comportement ludique. 2 ans après cet incident, Sandy sera dévastée d'apprendre que son mari porte un cancer de l'estomac. Il en décédera tragiquement quelques jours plus tard. Sa mort a provoqué à Sandra une profonde dépression et l'amena à s'appuyer sur Travis pour obtenir un soutien émotionnel, tout comme elle avait fait lors du décès de Sue. Il est important de garder à l'esprit qu'un chimpanzé adulte a une force équivalente à celle de 4 hommes. En effet, leurs muscles contiennent plus de fibres à contraction rapide que les humains. Et malgré le fait que Travis était bien socialisé, il est toujours un chimpanzé. Et s'il devait un jour craquer, il serait une véritable force avec laquelle il faudra compter, surtout compte tenu de ses hormones déchaînées à l'âge adulte. Ces préoccupations réelles amenèrent Sandra à être contactée par les autorités sur le danger potentiel de continuer à garder Travis comme animal de compagnie. Mais bien sûr, comme une mère venant à la défense de son enfant, Sandra les convainc que Travis n'était pas du tout enclin à la violence et qu'il était différent des autres chimpanzés, confiant qu'elle pourrait le gérer si jamais les choses tournaient au sud. Peu de temps après la mort de Jérôme, Sandra obtint un emploi à Charlotte dans son entreprise de remorquage. Elle lui donna également les clés de l'appartement que Jérôme avait construit pour Sue, car non seulement le couple était comme des sœurs à ce stade, mais Sandra, récemment veuve, avait clairement soif de compagnie. Ainsi, Sandra a enfin un nouveau départ et sa vie peut commencer. Charlotte rendait souvent visite à Sandra et Travis, et le gardait même parfois, même si elle ne se sentait jamais totalement en sécurité autour du puissant chimpanzé. Nous sommes le 16 février 2009, et Travis, maintenant âgé de 14 ans, a naturellement grandi pour devenir très différent de l'adorable bébé chimpanzé auquel tout le monde était habitué. Mesurant 153 cm et pesant une centaine de kilogrammes,
Travis passait maintenant la majeure partie de ses journées à se livrer à la malbouffe et à regarder la télévision. Or, n'oublions pas qu'il s'agit d'un chimpanzé physiquement supérieur à nous. Un jour, Sandra rentre du travail et remarque que Travis est inhabituellement perturbé et détaché. Il ne montre aucun intérêt à regarder la télévision. Il ne répond pas non plus à des activités qui l'excitent généralement. Au lieu de cela, il arrache les clés de voiture et commence à courir frénétiquement autour des voitures dans la cour, suppliant d'être emmené en voiture comme un enfant gâté. Préoccupée par son comportement hyperactif, Sandra donne à Travis un comprimé de Xanax en le glissant dans une tasse de thé. Pour info, le Xanax est un tranquillisant à action immédiate habituellement prescrit pour les moments de panique et l'anxiété. Il a été utilisé pendant des décennies de manière controversée sur les animaux sauvages et bien que la pratique soit souvent méprisée par beaucoup, elle se produit encore dans de nombreuses régions du monde aujourd'hui. Nonobstant, il n'y a aucun changement dans son comportement. Sandra appelle alors Charlotte pour qu'elle aide à contenir Travis. Elle arrive à la propriété de Sandra vers 15h40. Et juste au moment où elle ouvre la porte et se dirige vers l'avant de la maison, elle voit alors Travis se tenir à une dizaine de mètres d'elle. Elle prend une poupée rouge et la tient sur son visage pour rigoler avec Travis. C'est à ce moment-là que, pour une raison inconnue, Travis s'emporta soudainement et chargea Charlotte dans un accès de rage. Celle-ci tomba violemment au sol et Travis se rua sur elle. Il la malmena sans relâche malgré les appels désespérés de Sandra pour qu'il arrête. La mutilation était si brutale que Sandra pensait littéralement que Charlotte était mangée vivante sous ses yeux. Travis continue à utiliser ses puissantes canines pour déchirer et manger tout le visage de Charlotte. En plus de plusieurs doigts, le tout en lui infligeant de graves morsures et lacérations à plusieurs parties de son torse. Craignant pour sa propre vie, Sandra, impuissante, retourne dans la maison, attrape un couteau de cuisine, se précipite et poignarde Travis dans le dos à plusieurs reprises. Cette action amène Travis à s'arrêter instantanément. Il regarda Sandra pendant un moment dans un état de choc et de confusion, puis rentrera une seconde fois dans sa rage destructive, quelles que soient ses blessures. C'est à ce moment-là que Sandra, terrifiée, saute dans l'une de ses voitures et fait entendre appel le 911. Quand la police arrive enfin, Travis, toujours enragé, chargea l'un de leurs véhicules. Il brise le rétroviseur latéral du conducteur à tel point que l'officier à l'intérieur de la voiture lui tire dessus à 4 reprises, ce qui le fait fuir. Travis tombe peu de temps après au sol et succombe à ses blessures. Malgré ses horribles blessures et la myriade de défis physiques que cet horrible incident a posé à sa vie, la résilience mentale de Charlotte lui a non seulement permis de persévérer sur un chemin long vers la guérison, mais elles l'ont renforcé dans sa vie émotionnelle. Et maintenant, la troisième et dernière histoire d'aujourd'hui. Bienvenue à cette vidéo qui vous présente une histoire captivante d'une attaque d'ours. Imaginez-vous en train de vous promener tranquillement dans les bois, lorsque soudain, vous entendez un grondement sourd et un grognement sinistre derrière vous. Vous vous retournez pour voir un énorme ours brun vous chargeant à pleine vitesse. Vous avez à peine le temps de réagir avant que l'ours ne vous attaque. C'est une scène terrifiante, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, vous allez découvrir l'histoire complète de cette attaque d'ours, y compris les circonstances qui l'ont précédée, les actions des personnes impliquées et le dénouement de cette situation terrifiante. Dans tout le pays, les États-Unis regorgent de sites naturels uniques. Avec 423 sites de parcs nationaux, le pays offre une diversité de paysages et d'écosystèmes qui laissent sans voix. Mais l'un des plus exceptionnels d'entre eux se trouve dans le Tennessee et la Caroline du Nord, le parc national des Great Smoky Mountains. Créé pour protéger la faune sauvage et les habitats naturels, ce parc est une merveille de la nature. Avec plus de 800 miles de sentiers de randonnée, les visiteurs peuvent parcourir le célèbre sentier des Appalaches, réputé pour sa beauté mystérieuse dans le monde entier. Les paysages à couper le souffle, les forêts denses et les vues panoramiques sur les montagnes en font l'endroit idéal pour s'immerger dans la nature. En tant que 19e plus grande zone verte protégée et le parc national le plus visité de tous les États-Unis, avec plus de 14 millions de visiteurs chaque année, le parc des Great Smoky Mountains est un véritable joyau naturel. Et en visitant ce parc, les voyageurs contribuent à la conservation de ses habitats naturels. Le parc est principalement forestier, et il y a presque 20 000 espèces qui habitent cette région, notamment plus de 9 000 espèces d'insectes différents et 1500 espèces de plantes à fleurs. Le parc abrite également environ 1500 ours noirs qui prospèrent grâce à la protection offerte par le parc.
Bien que ces animaux soient généralement pacifiques et s'approchent des gens par curiosité, parfois ces ours ont des intentions moins bonnes, comme l'a découvert Patrick Madura à ses dépens. Le soleil se levait à l'horizon, teintant le ciel de couleurs éclatantes. C'était le matin du 8 septembre 2020, et Patrick Madura, un homme de 43 ans, avait décidé de partir en voyage en solitaire dans le parc national des Great Smoky Mountains. En tant que secouriste formé et pompier de profession, Patrick était un homme en pleine santé avec une passion pour la randonnée. Il avait prévu cette escapade depuis longtemps et était heureux de pouvoir enfin s'évader de son travail stressant. Arrivé au campsite 82, Patrick était heureux de voir à quel point la région était déserte. Il cherchait la tranquillité et l'isolement. Et il avait l'impression d'avoir trouvé le lieu parfait. Son campement était situé à côté d'un petit ruisseau, à l'orée d'une prairie offrant un accès facile à de nombreux sentiers. Il était confiant de ne pas se perdre. Il a commencé à penser à ses projets pour le week-end, en installant sa tente et en déployant son sac de couchage. En tant que randonneur expérimenté, Patrick avait l'intention de profiter pleinement des sentiers autour de lui. Il était installé juste à côté du sentier Hazel Creek, une randonnée de 25 km composée de nombreux passages de ruisseaux, de sentiers envahis par la végétation et d'une grande variété de faune à observer. Il savait que ce sentier était relié à de nombreux autres, et il se réjouissait de pouvoir explorer la région pendant son court séjour. Le campsite 82 était l'un des plus éloignés, ce qui signifiait qu'il y aurait peu de gardes forestiers ou de personnes dans les environs en cas de besoin. Patrick avait accepté ce risque, pensant que cela faisait partie de l'aventure. Cependant, il ne savait pas encore à quel point il allait le regretter. Le soleil se couchait lentement sur les montagnes, alors que Patrick se retirait dans sa tente pour la nuit. Il était satisfait de sa première journée dans le parc, heureux d'avoir enfin pris le temps de se ressourcer dans la nature, mais il ne savait pas encore que sa randonnée en solitaire allait prendre une tournure inattendue et effrayante. Mais quelques jours plus tard, un autre groupe de campeurs arrive. Ils remarquèrent que la tente d'un certain Patrick flotte de manière inquiétante dans le vent. Pensant que c'était étrange, ils vont enquêter. Et c'est là que tout bascule. À la grande surprise, la tente de Patrick est grande ouverte en plein jour. Pourquoi ? Les campeurs s'interrogent. En entrant, tout semble en ordre. Mais une grande zone d'herbe aplatie attire leur attention. Et puis, c'est la découverte d'une quantité atroce de sang. La trace de sang les mène loin de la tente vers le ruisseau. C'est alors qu'ils voient un grand ours, à environ 30 pieds de distance dans le ruisseau, en train de manger quelque chose. Il ne les a même pas remarqués car il était si absorbé par son repas. Soudain, l'un des randonneurs a marché sur une brindille, alertant l'ours de leur présence. L'ours a regardé directement le groupe et ils ont craint qu'il ne s'approche d'eux. Ils se sont rapidement éloignés pour appeler les autorités, craignant qu'il ne soit arrivé quelque chose de terrible aux précédents campeurs. Mais malheureusement, ils étaient dans une zone morte pour les signaux et ont dû se déplacer pendant un certain temps avant de pouvoir appeler qui que ce soit. Tout peut basculer en un instant, même en pleine nature. Elle peut être belle, mais également très dangereuse. Alors soyez vigilants lorsque vous partez en expédition en plein air et n'oubliez jamais la règle numéro 1, toujours fermer sa tente. Il était 19h quand ils ont finalement parlé à l'un des gardes forestiers et ont décidé d'envoyer quelqu'un pour enquêter. Le lendemain matin, un groupe d'enquêteurs est arrivé au campsite 82 et a été horrifié par leur découverte. Ils ont été immédiatement confrontés à un ours noir mâle de 240 livres qui se régalait du cadavre de Patrick Madura. Bien qu'il soit difficile de dire si le corps était même humain à ce stade, car il avait été brutalisé au-delà de toute reconnaissance, les officiers ont immédiatement abattu l'ours, sachant que maintenant qu'il avait goûté à la chair humaine et ne craignait plus l'homme, il deviendrait une menace imminente pour eux-mêmes et les campeurs futurs. À la mort de l'ours, ils se sont approchés du corps de Patrick et ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Comme son corps était dans un état si mauvais, ils ont recueilli ses restes et les ont envoyés au bureau de coroner pour une analyse plus approfondie. Une enquête qui prendrait plus d'1 an pour obtenir les résultats et éclairer les derniers moments de la victime de l'ours. Voici ce qui aurait pu se passer pour cet homme malheureux, selon le rapport du médecin légiste. Imaginez, vous êtes Patrick, vous êtes en train de dormir paisiblement dans votre tente, dans la nature. Mais soudain, vous sentez quelque chose vous tirer par les jambes. C'est un ours affamé, en quête de nourriture, qui a senti votre présence et qui vous a pris pour une proie facile. Vous vous réveillez en sursaut
désorienté et effrayé dans l'obscurité. Avant même que vous ne puissiez réagir, il est déjà trop tard. L'énorme animal vous écrase de tout son poids, brisant vos côtes et vous blessant gravement. Vous commencez à vous débattre, utilisant toutes les compétences que vous avez acquises en tant que pompier pour tenter de vous sauver. Mais cela ne suffit pas. Vous sentez la douleur de ses griffes déchirer votre chair, son souffle chaud sur votre corps et vous réalisez que vous ne pouvez pas vaincre cet animal gigantesque. Finalement, l'ours verrouille sa mâchoire sur votre crâne et mord fort, brisant votre tête. C'est ainsi que votre vie prend fin, victime de l'instinct de survie de l'ours affamé. Votre corps est traîné par l'ours loin du site de camping vers le ruisseau pour que l'animal puisse festoyer en privé et réduire le risque qu'un autre ours vienne se battre pour sa proie. Une mort tragique pour quelqu'un qui ne cherchait qu'à s'évader et se ressourcer dans la nature. Malheureusement, Patrick n'a pas fait suffisamment attention à son environnement et a croisé la route d'un ours affamé. Les attaques d'ours dans ce parc sont rares, avec seulement 61 cas de morts enregistrés au cours des 120 dernières années. Malheureusement, Patrick est devenu la 62e victime de ces animaux. Ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire de la région qu'un ours noir a causé la mort d'un être humain. La première fois, c'était Glenda et Bradley, il y a quelques années, qui ont été les premiers à subir les conséquences tragiques d'une rencontre avec un ours noir dans cette place. Mais ne nous méprenons pas, les attaques d'ours dans cette région ne sont pas rares. Malgré les efforts des parcs pour informer les visiteurs et protéger les ours, plus de 50 animaux ont été euthanasiés en raison de la malnutrition. Cette famine pousse les ours à chercher de la nourriture en dehors de leur habitat naturel, dans des zones où ils éviteraient normalement de se rendre. Les observations d'ours dans les zones résidentielles augmentent lentement, mais en suivant les consignes de sécurité édictées par les parcs, il est possible d'éviter tout contact avec ces animaux. Voyager en groupe, cacher sa nourriture correctement, être conscient de son environnement, sont autant de mesures qui peuvent aider à éviter des situations tragiques comme celle que Patrick a subie. Les ours noirs sont des animaux magnifiques, mais leur habitat naturel est de plus en plus menacé. Les parcs font de leur mieux pour protéger ces animaux et assurer la sécurité des visiteurs. Mais c'est également à nous, en tant que visiteurs, de faire preuve de prudence et de respect envers ces majestueuses créatures de la nature. Et voilà, c'était l'histoire de Patrick Madura et de son tragique accident dans le parc national des Great Smoky Mountains. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous aider en aimant, commentant et vous abonnant à notre chaîne. Vos encouragements et votre soutien nous aident à créer plus de contenu de qualité pour vous. Vos commentaires sont toujours les bienvenus, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais surtout, souvenez-vous de respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. La sécurité doit être notre priorité. Merci d'avoir regardé, soyez prudents et à bientôt.